Bienvenue à tous. Donc, je prends mes deux casquettes aujourd'hui, celle du membre du CA du Saint-Pref pour vous souhaiter la bienvenue à Opifarm et de membre du CA de l'APA pour vous remercier d'être présent à ce symposium. Et j'en profite aussi pour remercier l'APA d'avoir proposé ce symposium qui va sûrement être très riche en échanges. En tout cas, on compte sur vous. Donc, avant de démarrer et de laisser la parole aux intervenants, je vais vous les présenter. Donc, Marc Bétremieux, qui est donc le président de l'APA, Véronique Demazière, qui est pharmacien, membre du CA et spécialiste du sujet du jour, Jacques Trévidic, administrateur également de l'APA, et Éléonore Martin, vice-président de la FNSIP-BM. Voilà. Donc, je vais passer la parole tout de suite à Marc, qui va vous présenter l'APA. Bon. Merci. Merci Delphine. Merci à vous. Bonsoir. Donc, c'est moi qui fais avancer là. C'est pas là-haut. Non, oui, il faut. D'accord. Voilà. Donc, je me présente, Marc Bétremieux. Je suis pas pharmacien, je m'en excuse, mais bon, j'ai des bons amis pharmaciens avec Jacques Trévidic. Je l'ai ramené avec moi. Donc, je vais vous présenter l'APA. Je pense que un certain nombre d'entre vous la connaissent, puisque le stand de l'APA vient régulièrement sur vos congrès. Donc, c'est une association de médecins, au départ, de psychiatres d'ailleurs, puisque c'est un syndicat de psychiatres des hôpitaux qui avait créé ça dans les années 80, en lien avec des trous dans les statuts, avec beaucoup de risques concernant en particulier la prévoyance. Créé par des syndicalistes, donc militants, engagés, et puis avec l'idée de avoir quelque chose, une construction solidaire. 44 ans d'existence, 45 ans cette année. On va les fêter d'ailleurs au congrès du syndicat des psychiatres des hôpitaux, dont j'étais président, et ça sera au mois d'octobre. Et ça sera aussi sur le même thème, puisque c'est un thème récurrent sur l'ensemble des hôpitaux en France actuellement. Une association donc où on rencontre des internes, une nouvelle génération, voilà, on en a devant moi, des praticiens, des médecins et des pharmaciens, mais aussi des odontologistes, l'ensemble des hospitaliers, également des libéraux, puisque nous avons un certain nombre de collègues qui sont bi-appartenants, et nous avons aussi des libéraux purs, qui sont passés un jour par l'APA, par l'hôpital, et qui sont restés dans d'autres contrats. 10 500 adhérents, c'est une association conséquente, structurée, qui produit pas mal de choses. Et ces 10 500 adhérents qui ont tous, on en parlera tout à l'heure, une protection sociale du côté de la santé et les prévoyances, protègent également 26 000 ayants droit, c'est-à-dire les parents, les familles, les enfants, etc. L'APA engagé sur des actions fortes, en particulier sur la protection et des risques psychosociaux. On en parlera tout à l'heure, enfin, le symposium en fait partie. C'est un sujet qui nous tient à cœur depuis très longtemps, puisque j'en parlais sur les premiers écrits qu'on a pu faire au niveau de l'APA, dans des revues comme l'Information psychiatrique, c'était en 2018. C'était d'ailleurs Gilles Lepalec, je rends hommage à Gilles, puisqu'il était aussi membre fort et actif du Saint-Pref, avec Gérard Chadili, qui devait être là aujourd'hui, qui n'a pas pu nous rencontrer, ils ont écrit plusieurs articles, en particulier, sur le burn-out, dont on va parler. Action sur les risques psychosociaux, avec une plateforme, on en parlera tout à l'heure. Soutien, solidarité, ce sont des mots très forts, puisque c'est vraiment l'essence, le génome de l'APA. Un fonds d'intervention, chaque année, un fonds d'intervention est voté par le conseil d'administration, une hauteur de 75 000 €, ce qui n'est pas rien, et ça permet à soutenir certains collègues adhérents qui se retrouvent dans une situation de fragilité au niveau de la vie ou d'accidents, où les aides habituelles ne compensent pas tout. Et donc ce fonds de solidarité, depuis sa création il y a une dizaine d'années, je pense, a développé à peu près 500 000 € à partir des adhérents. C'est-à-dire des cotisations des adhérents, où nos cotisations ont permis de soutenir des collègues. On a eu un fonds d'intervention
particulier l'année du Covid. Et là, on verra, on en a un fonds d'intervention spécifique par rapport à nos collègues sur Mayotte qui se sont trouvés dans une situation un peu compliquée, peut-être au niveau de leur vie et suite au cyclone. Voilà. Pionnière dans la mise en place des régimes de protection sociale des praticiens, comme je le rappelle, donc, depuis 40 ans. On travaille, l'association de praticiens travaille en partenariat avec BC. BC, c'est un courtier d'assurance, nous ne sommes pas assureurs. Et là, le BC, avec les deux représentants, Christophe Verillo, que je remercie d'être là, et Catherine Péprax, que vous connaissez depuis des années, qui nous soutiennent avec les équipes, puisqu'ils ne sont pas que deux, ils ont une grosse équipe, où il y a une vingtaine de personnes qui travaillent pour l'APA. Et en lien avec notre assureur, qui est la Generali, c'est assez compliqué, mais c'est bien expliqué si vous avez l'occasion de voir les plaquettes qui sont souvent chez vous. Vous avez toutes les explications avec l'organigramme et pourquoi BC n'a pas travaillé ensemble. Expert dans la carrière hospitalière, pourquoi ? Parce que d'emblée, on a travaillé avec des syndicalistes, c'est-à-dire que l'APA est fondée par des syndicalistes. On a continué au niveau de conseil d'administration d'avoir des syndicalistes. On a Delphine Bourrin qui nous a rejoint cette année. Merci. Il y a Jacques Trévidic. Je l'ai été. On continue à être très au fait et se tenir très au fait avec les équipes de BC sur les évolutions des statuts en particulier. Et on essaie d'anticiper un certain nombre de réformes, de changements au niveau des statuts. Expert des carrières hospitalières, vous pouvez aller voir sur le site. On a été référencé pendant de longues années, avant le CNG, avant le ministère. Quand on tapait statut des praticiens hospitaliers, on avait la paire qui arrivait en première. Donc on met à jour. Là, actuellement, on a changé le site cette année. Et donc, on est en train de redéfinir les modalités d'accès au statut sur notre site. Et puis aussi, un partenariat. Alors, on a plusieurs partenariats. J'en parle là avec les établissements hospitaliers. C'est-à-dire qu'un adhérent, quand on est adhérent, l'hôpital va pouvoir faire un précompte. C'est-à-dire que je n'ai plus à m'occuper de ma cotisation. C'est l'hôpital qui va prendre, en lien avec la BC, la partie qui concerne ma cotisation. Tous les ans. Voilà. Tous les mois, pardon. 45 ans d'engagement, d'accompagnement associatif, ce que j'ai dit, actions de sensibilisation et de formation. Donc là, des actions diverses au niveau des PA, des internes. On a des partenariats avec des associations d'internes de toutes les spécialités. On s'engage localement, mais aussi sur des congrès comme le vôtre. Des articles sur la santé des praticiens, mais la santé aussi de leur famille, sur la protection sociale. On a plusieurs revues qui nous relaient. On est en train de préparer avec une intersyndicale une revue concernant spécifiquement la prévoyance, par exemple, où on va communiquer. Des symposiums et experts dans l'épuisement. Donc on a fait pas mal de webinaires également sur l'épuisement professionnel, la qualité de vie au travail, les conflits à l'hôpital, avec un certain nombre d'experts chez nous. Partenariat avec des associations d'internes, à syndicats et intersyndicales, qui nous relaient et auxquels on apporte aussi un certain nombre d'informations sur l'évolution et sur les problématiques de protection sociale. Le fonds d'intervention, je reviens un petit peu sur cette dernière diapo et sur la présentation, je crois que c'est la dernière. Des sommes allouées, donc une aide financière aux adhérents et leurs familles. Donc famille, accident de la vie, on est bien dans cette problématique, ou handicap, un handicap d'un enfant qui va nécessiter des prises en charge complémentaires à ce qui est pris en charge par l'assurance maladie ou par la mutuelle, ou des difficultés financières. Quelqu'un qui a vécu un incendie avec des pertes importantes, on a pu compléter, aider. Donc budget annuel de 75 000 €, je l'ai dit. Une commission, alors tout ça c'est anonymisé, c'est pas, voilà, on ne connaît pas, on se réunit, Catherine fait le lien et nous propose un certain nombre de dossiers qu'on analyse et sur lesquels on donne un avis. Et on donne un avis et
on alloue une somme. Création d'un fonds exceptionnel, donc je l'ai dit, pour Mayotte suite à Chido. Et puis vous pourrez trouver, ça c'est sur le site à part, mais vous le connaissez sans doute, vous le retrouvez, une jeune pharmacienne qui en parlait. Voilà, je vais passer là-dessus. Donc sur cette première présentation, c'était la part. Maintenant on passe au cœur du sujet qui concerne les risques psychosociaux. Les risques psychosociaux, je vais commencer par un zoom particulier à partir d'un travail qui avait été fait il y a quelques années maintenant, puisque c'est 2017, par l'ISNI. L'ISNI, c'est l'Intersyndicale nationale des internes. Vous connaissez peut-être l'ISNI. L'ISNI, son président, El Gourak, a une interview dans la dernière publication de Coup de Blues, où il reprenait au fond les questions toujours actuelles suite à l'enquête de 2024 et ses orientations concernant les risques psychosociaux restent toujours d'actualité. Charge de travail, trois niveaux. La charge de travail, l'autonomie, cas 6 ans d'autonomie, est-ce que je suis autonome dans mon travail, et les conflits de valeurs, en particulier au niveau de l'éthique. Voilà. On va en parler. La charge de travail est un point extrêmement important par rapport aux risques psychosociaux que vous pouvez vivre, que vos équipes vont vivre. Le temps passé, bien sûr, sur l'activité principale, le cœur de métier, qui va s'accélérer avec un temps mais surtout aussi les tâches administratives qui vont compléter pour un certain nombre d'entre nous avec les saisies. Bon, vous connaissez tout ça, je ne vais pas développer. La question de l'interruption fréquente, on va en parler ça tout à l'heure. Fréquente, c'est-à-dire que le rythme va être cassé et on va perdre le fil et on risque de se retrouver encore une charge de travail plus importante. Les difficultés de conciliation entre ce que je vis, moi, à l'hôpital, le temps que je vais y passer, etc., et la vie personnelle. Premier niveau, donc, qui va compléter par l'autonomie et les marges de manœuvre. Je rappelle que c'était quand même une enquête chez les internes. Cette impossibilité de participer à une formation clinique pour les internes, l'absence de participation aux décisions de service, la sous-utilisation des compétences, le choix des stages, etc. Tout ça, c'est des marqueurs importants par rapport aux risques psychosociaux, complétés, et vous verrez, c'est l'aspect multimodal, par des conflits de valeurs, en particulier sur les moyens. Est-ce que je peux y arriver, mais je n'ai pas les moyens pour le faire, ce qu'on vit très régulièrement à l'hôpital. Et des conflits éthiques, bien sûr, entre praticiens, mais aussi avec l'administration ou le personnel soignant, etc. Donc cet ensemble-là va aboutir à des risques psychosociaux et qui s'expriment par trois grands axes. D'abord, la charge émotionnelle. La charge émotionnelle, c'est ce que je vais vivre. Ça va être difficile, je vais devenir difficile, je vais avoir du mal à travailler avec mes collègues, avec les patients, avec leurs familles. Je dois gérer aussi la question de la précarité d'un certain nombre de patients. Ça, c'était des internes, peut-être moins pour vous, mais vous avez certaines situations assez proches. Des actes de soins qui ne sont pas maîtrisés, et puis la culpabilisation par rapport au risque d'erreur, ou aux erreurs, évidemment. La violence interne, tension au sein d'une équipe soignante, ça, on en parlera tout à l'heure de façon beaucoup plus approfondie au niveau du conflit. Je vais vous présenter là quelque chose qui concerne l'aspect général et puis on passera ensuite à la clinique beaucoup plus proche de votre exercice. La question du manque de reconnaissance, le cadre de soutien social, manque de reconnaissance par rapport aux seniors, c'est un point extrêmement sensible que vivaient les internes, ou des collègues, ou les confrères. La reconnaissance de l'administration, en tout cas la pression que peut mettre l'administration, qu'on connaît aussi. Et l'incertitude, alors ça concerne la question des postes, c'est professionnel, mais on le voit bien aussi dans certaines autres enquêtes concernant les PH, par exemple. L'insécurité socio-économique, internat à distance, alors les conditions de vie, matérielles, la rupture par rapport à l'environnement amical, familial, etc. Les précarités, certaines précarités sur le plan financier, les coûts de certaines villes, et puis la situation familiale qui pourrait être un enjeu aussi au niveau des risques psychosociaux, comme le fait d'avoir des enfants et de devoir assumer un certain nombre d'obligations.
Alors le burn-out. Le burn-out, c'est un concept qui apparaît dans les années 70 avec... je parle bien de concept parce que ce n'est pas une maladie. C'est le syndrome d'épuisement professionnel. Donc le SPES, c'est pour la santé. Donc 3 dimensions du burn-out, on en parlera. Épuisement émotionnel, on en a parlé un petit peu à l'instant. La déshumanisation des relations, ça va être les effets qu'on va avoir, qu'on va vivre vis-à-vis de ses pairs ou son équipe ou ses patients. Et la perte de sens dans l'accomplissement de soi au travail, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que je me sens mal, je me sens inutile, voilà. Dans les années 70, donc vous retrouvez Freudenberg, Mallard, qui est quelqu'un d'extrêmement intéressant, puisqu'il met en place une échelle d'évaluation par rapport au burn-out, qui est tout à fait utile et intéressante à présenter quand vous voulez évaluer ou vous auto-évaluer par rapport à ce que vous vivez dans une équipe si vous avez ces risques-là. Le syndrome d'épuisement professionnel des soignants, qu'est-ce que c'est? Donc c'est des troubles cognitifs, des troubles affectifs, des troubles comportementaux, des troubles somatiques. Vous voyez qu'il y a une articulation avec un nombre important de signes qui n'existent pas tous en même temps, qui peuvent être articulés l'un à l'autre, mais qui apparaissent et en lien que dans le cadre du travail. C'est une dimension de travail extrêmement importante, puisque dans l'évaluation, on va le voir, et je vais développer un peu ces signes, on va le voir que ce qui est important, c'est l'évaluation d'un médecin, mais surtout du médecin du travail, qui va faire le lien entre médecine et médecine du travail. Troubles cognitifs, donc j'arrive plus à me concentrer, je suis moins attentif, j'arrive plus à me mémoriser, je vis quelque chose au niveau d'une atteinte un petit peu de mes capacités. Des troubles affectifs, c'est les points importants, plutôt d'ordre de l'anxiété et de la dépression, mais perte de l'estime de soi. Une irritabilité, c'est un point important, on peut se vivre. Moi, j'ai vécu un moment où, dans mon service, je me suis rendu compte que je commençais à être très irritable, pas supporter les remarques, être un peu plus agressif. On va retrouver l'agressivité. C'est des points importants. Cette auto-évaluation est extrêmement importante, mais elle nécessite aussi la vie et le soutien des collègues. Et la nécessité d'équipe, on en parlera. Rigidité psychique, repli, voilà, des troubles affectifs au fond émotionnels et affectifs. Des troubles comportementaux, alors là c'est bon, j'arrive plus, j'ai plus envie d'aller au travail, c'est pas possible, le matin j'arrive pas à me lever, je peux plus me mettre en route. C'est des choses qui sont importantes à repérer. C'est les collègues et sur soi. Les conduites addictives, bon, recours à l'alcool, ça c'est quelque chose d'extrêmement, ou d'autres produits d'ailleurs, extrêmement important. L'automédication avec des anxiolytiques et j'ai des troubles par rapport je dors pas bien, on en parlera après, les troubles psychosomatiques, j'ai des troubles du sommeil, donc je vais prendre et je vais amplifier la prise de traitement. Des conduites à risque et des risques suicidaires. Risque suicidaire extrêmement important, c'est un sujet, vous savez que il y a 10 ans, professeur Ménia, donc c'était le moment où il y a eu une sorte de choc au niveau des hôpitaux, où il s'est suicidé, il s'est jeté... Bon voilà, il s'est suicidé. Et là, on a commencé à se rendre compte que ça touchait l'ensemble des catégories professionnelles. La question de la pression au niveau des hôpitaux et le burn-out, le syndrome d'épuisement professionnel des soignants. Donc il y a 10 ans, il y a ça, c'était fin 2015. Depuis, le syndrome d'épuisement professionnel n'existait pas, même au niveau de la reconnaissance, au niveau de la classification internationale des maladies. Et bon, dans CM12, ça a apparu en 78. Troubles psychosomatiques, les maux de tête, la fatigue, les troubles du sommeil, extrêmement importants à repérer. Et
puis d'autres troubles autour de la tension artérielle. Voilà. Donc plusieurs registres, vous voyez, c'est multiforme, c'est multifactoriel, et leur association en fonction du contexte, le contexte de travail, et l'écoute au fond de ce que peuvent rapporter ses collègues. Eh bien voilà pour ma partie. Alors voilà, une première présentation. On va vous passer, enfin il y a un woodclap là. Alors je laisse Delphine expliquer les choses. Voilà. Donc avant que la suite, que Véronique et Aurore prennent la parole, donc on a une petite question à vous poser, c'est très rapide sur WooClap. Donc soit vous scannez le QR code, soit vous allez sur l'application de votre smartphone, où vous avez la possibilité vous avez le lien aussi pour rentrer dans le WooClap, soit vous allez sur wooclap.com. Voilà. Et vous tapez, alors si vous y allez par l'application ou par wooclap.com, vous devez taper le code événement ETLGJO pour ceux qui n'arriveraient pas à rentrer avec le QR code. Si tout le monde est connecté, je peux passer à l'étape suivante. Je vois encore des téléphones, c'est bon. Donc, vous allez avoir une question. À quelle situation suivante avez-vous déjà été confronté? Et vous pouvez répondre avec plusieurs réponses, évidemment. Tu peux... Bon, je ne sais pas si on... Oui, comme tu veux, tu peux les... Du vécu pour Puisque ce sont tes phrases, je te laisse la parole. Alors voilà, les situations, bonjour à toutes et tous. Tiens, tu as vu l'alerte de la NSM, toutes les références, on les a pas ensemble là? On les a pas en entier, les questions? Alors je vais vous les lire parce que j'étais à côté. Ouais, parce que c'est un peu plus long. Donc tiens, tu as vu l'alerte de la NSM, toutes les références 2 sont à retirer, il y en a à tous les services et pas d'alternative proposée par la NSM. Ça vous dit quelque chose ça? Qu'est-ce qu'on fait? Deuxième chose, la supervision des autoclaves est en carafe, et puis le chirurgien a appelé, il a encore gueulé, et puis il y a un prédentillaire qui vient d'arriver, on n'a pas été prévenu, et puis notre commande de non tissé n'a pas été livrée car la facture n'a pas été payée. Ça vous parle aussi ou pas? Ouais. Alors celle-là aussi, du vécu. Je te fais les transmissions pour ton astreinte, on n'a pas assez d'antibiotiques pour Monsieur X, je te laisse gérer, bon week-end. Le service informatique a programmé le changement de version la semaine du temps. Le logiciel ne fonctionnera pas pendant un jour et il y a un jour férié. Ce n'est pas possible. Et la dernière, les 4 premières propositions, mais comme d'habitude, je vais gérer la situation. Donc à vous de remplir. D'accord. Vous aurez les résultats. D'accord. Il y a 69 inscrits. Et il y a 59 réponses. Ouais. D'accord. Après, parfois, quand ça bug, quand on doit se réinscrire, ils comptent les gens qui sont déjà là. Tu as suivi, Éléonore? Parce que normalement, j'ai cliqué là. J'appuie là pour avoir le résultat. D'accord, ok. Oui, ça va. Nous attendons encore 9 personnes qui sont connectées. Comment après, sinon, Il en reste 5. Après, parfois, il y a plus de monde là que là. Parce que quand on relance le logiciel, parfois, il compte 2 participants. Donc, on y va. On va y aller. Alors, où est-ce que vous vous situez? Donc, bah oui, hein, nos métiers, donc les 5, hein, les 4 premières propositions, mais comme d'habitude, je vais gérer effectivement. Dans nos métiers de pharmacien, on est confronté à beaucoup de choses que l'on doit gérer, beaucoup de diversité, avec une charge mentale assez importante. Et au final, on n'a pas trop le choix, on doit le faire, puisque derrière, il y a les patients au bout. Mais quand on est beaucoup sollicité, eh bien, il y a un moment, on arrive à de l'épuisement mental.
Et comme l'a dit Marc, hein, ça peut se traduire à la fin donc avec des signes importants et on peut devenir agressif. On peut avoir un désinvestissement, une déshumanisation dans les relations. Et là, ça signe vraiment une souffrance au travail. Et pour certains, ça va être l'entrée dans la dépression. Et comme l'a évoqué aussi Marc, pour certains, on ira jusqu'à des gestes suicidaires. Donc voilà, bienvenue dans le monde des risques psychosociaux et des conditions de travail. Donc avec Éléonore, on va faire un focus par rapport à ce que Marc a dit. On a fait un point sur les pharmaciens. Alors j'ai repris l'objectif de ce symposium hein, quand on en a discuté, c'est aussi de vous laisser la parole. Donc on a des choses qui sont pour Éléonore et moi-même assez restreinte, puisque après on va échanger avec vous, et puis après il y aura ensuite Jacques qui vous présentera des choses très intéressantes, donc comment améliorer notamment les conditions de travail. C'est là-dessus ? Non. Ah pardon, c'est celui-là ? D'accord. Attends, parce que du coup... Ok. Donc là, focus donc sur les risques psychosociaux des pharmaciens, avec 2 études qui ont été réalisées. La constatation, c'est qu'au niveau de l'épuisement professionnel, eh bien, les chiffres sont en augmentation. La première étude, elle a été faite par le CESMAT, elle a été notamment publiée en 2011 dans le pharmacien hospitalier et clinicien. Et qu'est-ce que l'on voit dans cette étude ? Eh bien, on avait à peu près 12% des pharmaciens qui étaient en situation d'épuisement professionnel avec les facteurs ou les particularités que Marc vous a citées. On retrouve notamment donc dans ces signes d'épuisement professionnel hein, des gens qui ont déjà des symptômes de dépression, d'anxiété ou des troubles du sommeil. Et puis, un chiffre quand même qui est très intéressant, c'est que 20% des pharmaciens dans cette étude-là ont pensé au moins chaque mois à abandonner leur métier. Le SIMPREF avec l'Université de Rennes 2, c'est un partenariat là, que l'on a mené depuis quelques années. Et bien, vous voyez, de 11%, on retrouve sur un peu plus de 1000 adhérents, et je remercie ceux qui ont participé à cette étude. On est déjà à un tiers des personnes des pharmaciens qui ont des symptômes de burn-out, avec une répartition. La majorité, c'est des symptômes importants, élevés, et quelques-uns qui ont des symptômes très élevés de burn-out. On constate également, et on peut le relier, c'est le dépassement régulier du temps de travail pour la quasi-totalité des répondants. Alors, une des particularités de notre métier, quand on le classe, nous avons des demandes psychologiques qui sont importantes, c'est-à-dire une pression importante, on doit répondre à des attentes, des attendus, et en même temps, nous avons une latitude décisionnelle élevée. Si je compare par rapport à un autre métier, pour vous montrer, par exemple, un ouvrier sur une chaîne, il n'a pas énormément de demandes psychologiques et il a peu de marge de décision. Donc, on va dire que c'est 4 cases. Donc, on nous demande beaucoup, mais on a quand même cette possibilité d'avoir des décisions, et je pense que c'est ce qui nous sauve aussi dans notre métier. Je vais laisser la parole à Éléonore. Là, on part sur un focus interne, puisque c'est la nouvelle génération des pharmaciens et qu'il est important d'en prendre soin. Pour vous faire un focus sur les internes, on a décidé de vous présenter les chiffres de l'enquête temps de travail. Donc, il y a une enquête temps de travail qui est sortie l'année dernière sur l'ensemble des internes, donc avec les internes de médecine et d'odontologie. Le temps de travail moyen des internes, vous l'avez vu, il était de 59 heures par semaine dans cette étude. Là, je vous présente les chiffres vraiment pour la pharmacie hospitalière. Donc, normalement, ceux-là, vous les avez tous jamais vus. On a 126 répondants en pharmacie hospitalière dans cette enquête, avec une moyenne de 56 heures par semaine, un minimum à 35 et un maximum à 90. Les internes en pharmacie hospitalière ont droit à 2 demi-journées de formation, une demi-journée de formation autonome et une demi-journée de formation coordinateur. 80% des journées de formation coordinateur sont prises. On est encore, par contre, à 50% seulement des journées de formation autonome qui sont prises. Donc on voit bien que ce n'est pas appliqué partout et pas au seuil demandé par la loi. Au niveau du nombre de gardes, on est à peu près à 3 gardes par mois, avec un repos de sécurité qui n'est pas encore à 100% et à 90%, ce qui, pareil, n'est pas la loi.
Et sinon, pour des chiffres un petit peu autres, on remarque un temps de transport moyen de 3h30 par jour pour se rendre sur son lieu de stage. Et ouais, on peut en discuter après. Tout à l'heure. Et un temps moyen de tâches administratives, parce que c'est la question qui est demandée à tout le monde, donc aussi aux pharmaciens hospitaliers, de 2 heures en moyenne par jour. Vous inquiétez pas, il y a le temps pour les questions. Donc là, c'est la suite de la grande étude, là où il y avait 1000 répondants. On avait 78 internes en 2022 qui nous ont répondu. Et on voit déjà que la future génération, la jeune génération, elle est déjà en épuisement. Elle est à peu près, les pourcentages, on tourne aussi autour d'un tiers de ces répondants. Ce qui en ressort, c'est un épuisement mental. Et on voit déjà que pour la moitié, alors qu'ils sont jeunes, eh bien, il est déjà pour eux difficile de retrouver leur énergie après une journée de travail. Donc, ils estiment devoir travailler de manière intensive et leur activité nécessite de longues périodes de concentration intense. Alors, pareil que les seniors, les internes, ils ont un niveau élevé de latitude décisionnelle et d'autonomie, mais ce qu'il ressort de l'étude, c'est qu'ils ont énormément de tâches répétitives. Il cite aussi qu'ils sont quand même très interrompus. Donc ça, on va faire un focus tout à l'heure sur l'interruption de tâches. Et l'interruption de tâches, elle peut être liée à d'autres professionnels pour une demande urgente traitée immédiatement. Et des fois, c'est difficile de refuser à un senior. Et puis, pas pour une nouvelle tâche. Quelque chose d'important, c'est que les internes déclarent majoritairement ne pas faire de pause lorsqu'ils en ressentent le besoin. Et donc ça, c'est une très mauvaise chose puisque les temps de récupération sont impératifs pour pouvoir être productifs au travail. Attendez, je regarde juste une chose. Ouais. Si je refais un point sur les facteurs de pénibilité qui ont été travaillés dans la deuxième étude qui a été menée l'année dernière, je remercie ceux qui ont participé. Nous n'avons pas au niveau du SIMPREF encore publié les résultats, mais ça va venir. Donc si je refais le pendant par rapport à ce qu'a pu évoquer Marc sur les facteurs de pénibilité, on va retrouver les exigences du travail avec une charge de travail excessive qui est remontée, le manque de personnel, les contraintes informatiques. Alors, je ne sais pas vous, mais entre les changements de logiciels, les pannes informatiques, il y a des fois, on est quand même en situation très délicate pour effectuer nos missions. Et puis, le manque de temps. Les rapports sociaux dégradés, on fera la transition avec Jacques tout à l'heure. On peut voir dans des équipes des manques de communication et des relationnels difficiles. Et tout ça, c'est quand même pas très favorable pour travailler dans de bonnes conditions de travail. On peut avoir les conflits de valeurs qui peuvent mettre en difficulté les collègues. Pour certains, ça va être l'insécurité de l'emploi. Donc là, on va être plus sur des internes ou des assistants qui ne savent pas quel va être leur devenir. Et puis, bien sûr, le manque de reconnaissance. Je fais juste un point sur le manque de reconnaissance. Il faut savoir que le manque de reconnaissance, elle peut être... la reconnaissance est différente selon la personne que vous avez en face de vous. Donc, le fait de dire merci, pour certaines personnes, ne représente rien. Ils vont attendre quelque chose de concret en échange. Ça peut être du matériel, ça peut être des formations. Donc, dans les relations professionnelles que l'on a, alors moi, j'en parle parce que je suis chef de service, selon le profil de la personne que j'ai en face de moi, le remerciement ne lui apportera rien. Il faut que je lui dise, OK, eh ben, là, le projet a bien été avancé, si tu veux, tu fais une formation. Donc, imaginez-vous aussi que ce n'est pas parce que vous avez un besoin d'une reconnaissance par un merci que la personne en face de vous, c'est ce qu'elle attend. Et vous pourriez être très surprise. Moi, pour avoir interrogé des gens, la réponse a été « mais j'en ai rien à faire de ton merci ». Donc voilà, ça c'est pour bien comprendre les dynamiques des personnalités. Un point sur les interruptions de tâches, donc que vous verrez après avec la publication de la deuxième étude. C'est très intéressant les interruptions de tâches parce que ça va contribuer à la charge mentale. Au niveau des pharmaciens, ce qu'il en ressort, c'est en moyenne, nous subissons 5 interruptions de tâches par heure.
Tout en bas, vous voyez le comparatif. Si on regarde des médecins en médecine interne et en chirurgie, dans les études, ils sont en gros à 4 interruptions par heure. Les médecins urgentistes, c'est plus logique, ils sont à 8 interruptions par heure. Donc nous, 5 interruptions par heure, c'est déjà plutôt pas mal hein, comme problématique. Où est-ce que se font ces interruptions? Eh bien, généralement, à 80% dans les lieux collectifs. Donc, ça va être notamment les professionnels qui travaillent dans des open space ou qui ont des bureaux partagés. Ça va être vécu, pour la majorité des personnes interrogées, comme une intrusion dans son travail. C'est logique pour le troisième point, nos collaborateurs les plus proches, ce sont les préparateurs en pharmacie. Donc ces interruptions de tâches vont être générées par eux puisque nous sommes des professions interdépendantes. C'est logique. Et puis cette interruption, elle va être générée, liée à une question posée. Du coup, ok, il y a les interruptions de tâches, mais que vont entraîner ces interruptions de tâches? Elles vont être facteurs de différentes choses. Des erreurs, une difficulté de reprise de la tâche initiale. Il faut compter à peu près entre 15 et 30 minutes pour être à son niveau de concentration que l'on avait avant l'interruption. Ça ne veut pas dire que vous ne travaillez pas pendant 15 à 30 minutes, mais vous n'avez pas le même niveau de concentration en fait. Et puis, ça va contribuer à augmenter la charge mentale. Voilà, donc je vous ai donné quelques éléments, mais ça fera l'objet d'une autre publication que l'on sortira prochainement avec le SIMPREF. Voilà, le temps des questions. Merci Véronique et Éléonore. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Des questions ou des échanges, hein, c'est pas forcément une question, ça peut être une réaction aux 3h30 de transport des internes, par exemple. Ils habitent tous loin, les internes, quand même. J'ai vérifié 3 fois, quand même, parce que ce chiffre nous a aussi étonnés, quand même. Et après, j'en ai discuté avec des co-internes, et on a fait le calcul. Et effectivement, finalement, quelqu'un qui a 1 heure de train, si on ajoute 20 minutes pour aller jusqu'à la gare, 20 à 30 minutes ensuite de marche, de bus, ou peu importe, hein, on sait qu'il y a des systèmes mis en place, même parfois par les hôpitaux, pour récupérer les gens à la gare. Et bien en fait, on arrive facilement à 1h30, voire 2 heures aller. Et donc en fait, aller-retour, on arrive à ces 3h30. Donc finalement, ça paraît beaucoup, mais si on calcule, on y tombe. Ouais, mais... Ça reste une moyenne. Ouais, mais une moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui mettent 5 heures. Après, une moyenne ne veut pas dire qu'il y a des gens à 30 minutes et des gens à 5 heures. Tout le monde peut se trouver autour de la moyenne. Il aurait fallu effectivement que je mette la médiane, à la limite, peut-être. Mais après, ce que tu avais évoqué, Éléonore, c'est aussi que dans certaines régions, il n'y a pas de place à l'internat. Oui, et puis c'est vrai que, par exemple, voilà, si je parle de notre cas, à Nîmes, les internes habitent souvent à Montpellier. Donc forcément, il y a le train plus le temps pour aller au domicile. Et puis après, aujourd'hui, ce que l'on voit, ce qui est le cas, moi, dans mon établissement, c'est pour rendre attractif l'internat dans des établissements périphériques. C'est mon cas. Je propose soit de loger à l'internat, soit de vivre à Clermont-Ferrand, puisque c'est la ville qui est à 1 heure de chez moi. Donc c'est un facteur aussi d'attractivité du fait que l'interne peut rester dans son logement initial. Bien évidemment, en contrepartie, il y a le trajet à faire. En tout cas, c'était intéressant de pouvoir le voir, puisque c'est un impact aussi sur la qualité de vie et les conditions de travail. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Xavier Pourra, pharmacien gérant, chef de service à CHU de Tours. Petite remarque sur les internes, parce qu'on s'occupe beaucoup des internes, je trouve, et on a même vu des injonctions des facultés à devoir appliquer texto les textes l'année passée. Donc pour le CHU de Tours, mes internes bénéficient du repos de sécurité, des récupérations de garde, ils bénéficient du temps personnel de travail, ils bénéficient des formations universitaires, donc ils sont absents à peu près la moitié du temps. Ils habitent à Tours, donc ils ont à peu près une demi-heure de trajet. Ils ont 1 heure pour déjeuner, et je leur demande d'être là pour 9 heures et de pouvoir partir à 18 heures. Donc je trouve que l'enquête choc est un petit peu est un petit peu surprenante, compte tenu de ce qu'on vit nous au quotidien, et clairement par rapport à ce que tu viens de dire. Moi, j'ai mis en place les règles qu'on nous a demandé de mettre.
et que ça crée de l'attractivité. Clairement, parce qu'à partir du moment où on a mis les règles en place, on est hyper attractif, puisqu'en fait, on est à peu près absent la moitié du temps. Et de fait, mais ça, c'est une plaisanterie. Et on se retrouve dans une situation, par contre, que je trouve très compliquée à gérer entre les seniors qui ont connu une époque qui était très différente, où je l'ai fait, on faisait le samedi, le dimanche, la semaine, etc. On ne récupérait pas. Il y a un petit peu de jalousie de certains, il faut le dire. Et des gens qui n'ont pas envie que ce soit appliqué, et du coup certaines tensions qui sont mises sur les internes, par contre il faut le dire aussi, de façon à ne pas prendre les TP puisque c'est à la main du chef de service, et puis les FUS, si on peut les faire sur le temps de travail, c'est pas mal aussi. Donc c'est vrai que la législation est assez ardue maintenant à mettre en œuvre. Par contre, il faut regarder ce qui se passe à la fin, c'est qu'à la fin, un interne était un peu moins présent dans le service qu'autrefois, et il sait peut-être un peu moins de choses qu'il ne sachait il y a 10 ans. Et ça, par contre, ça pose un vrai problème, puisque moi, j'ai beaucoup de seniors qui me disent, en fait, quelle va être la relève. Et ça, par contre, ça crée de la pénibilité pour les seniors, qui, de fait, certains me disent, moi, je suis épuisé, parce qu'en fait, les internes, c'est trop compliqué à gérer. J'entends le fait qu'effectivement, oui... Donc Alexis Plan, pharmacien à Gap, ancien président de la FNSPBM il n'y a pas si longtemps. Je remarque tout à fait ce qui a été dit à Tours. Je rappelle du coup une fois de plus les textes. Un CHU, un CH, un centre, d'ailleurs je suis en CH1, doit fonctionner sans interne, de base. Aujourd'hui, les tâches qui sont réalisées principalement en CHU, pour l'avoir vécu dans plusieurs CHU, c'est pas des tâches d'interne, c'est des tâches pour compléter le manque de temps et le manque d'effectifs qu'on a un peu au travers de la France, qui est un peu moins vrai aujourd'hui. De part d'ailleurs, je remercie, je vois Patrick Rambourg, par ici, avec lesquels on a augmenté les effectifs d'internes validés depuis quelques années, et ça c'est très intéressant. Je vous cache pas qu'il y a des salles internes où on ouvrait les cartons, ou encore aujourd'hui. Donc, il y a une réalité dans ce que vous dites, et c'est de par la blague, on va dire, sur le fait que vous gagnez en attractivité par ça, mais en fait, j'appelle justement l'ensemble des centres à jouer ce rôle, ce jeu, pour justement encore plus gagner en attractivité. Parce que si tout le monde joue le jeu, tout le monde sera sur un pied d'égalité, et tout d'un coup, on va se rendre compte que les CHU vont retrouver de l'attractivité. Et sincèrement... Je veux prendre... Je vais dire à peu près la même chose. Je suis entièrement d'accord pour dire qu'il y a des centres où ça fonctionne, qu'il y a des centres aussi qui ont compris, qui se rendent compte qu'en mettant les règles, en fait, ils récupèrent les internes. Je suis d'accord que c'est un vrai facteur d'attractivité. Malheureusement, on a quand même encore des centres qui jouent pas le jeu. Et alors après, effectivement, ça reste une enquête. Est-ce que tout le monde, est-ce qu'on a autant de personnes qui ont répondu, qui étaient dans des problématiques ou pas, je ne sais pas. Je n'ai pas la possibilité de le savoir. Ça reste quand même des cas qui nous sont remontés. On a encore des problématiques de ce style. Après, pour ce qui est de la formation, ces temps de formation, ces temps autonomes et coordonnateurs sont des temps de formation. Donc un interne qui prend sa demi-journée de formation autonome, il ne la prend pas pour aller faire du poney ou voilà. Donc normalement il continue à être formé. On peut pas. Oui, peut-être il fait moins d'heures qu'avant, peut-être qu'il est moins à l'hôpital, mais c'est quand même du temps où normalement il est encore en formation, donc il acquiert encore des compétences. Donc, En fait, je crois que là, on est typiquement dans les risques psychosociaux qui sont liés à la génération. Enfin, moi, je mettrais le doigt là-dessus, quoi. C'est presque des conflits, pas sociaux, des conflits de génération. Oui, non, en même temps, on a tous fait des gardes en veux-tu, en voilà. On continuait la journée, on se faisait des 24 heures, 24 heures par... voilà. À un moment, il fallait que ça s'arrête, ça n'était pas possible non plus. Il y avait quand même un certain nombre de règles qui ont, merci aux internes, de se mobiliser quand même sur cette dimension-là, la protection de sa santé. Pour bien soigner, il faut aussi se protéger soi et protéger sa santé. J'entends bien au niveau... alors l'organisation a changé, le nombre de praticiens aussi a changé par rapport à d'autres générations. On est dans une situation, actuellement, dans ma spécialité, je suis psychiatre, pédopsychiatre, il n'y en a plus, on en a très très peu. Donc les collègues se retrouvent avec une charge extrêmement importante liée aussi aux décisions qui avaient été prises il y a quelques années, on le sait bien. Il y a eu aussi la pression, je ne vais pas revenir là-dessus, mais HPST, les problèmes de règles, il fallait en faire plus, il fallait faire... Bon,
il a fallu réguler tout ça. Moi, je crois que c'est extrêmement important parce qu'on est dans une évolution du management, on pourrait dire, vers plus d'activités, plus vite, en accélération des choses. Moi, je pense que la réflexion et les syndicats de médecins, de pharmaciens, etc., se sont bien mobilisés là-dessus pour dire au repos de sécurité obligatoire, prendre soin de soi, pas prendre, parce que le repos de sécurité, c'est quoi? C'est aussi de ne pas prendre de risques pour ses patients. C'est-à-dire que j'ai fait 36 heures où je parle des urgentistes que je connais. Bon, voilà. Et à un moment, il fallait que ça s'arrête. C'est ce que je voulais rappeler. Tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, juste pour compléter. Alors, je me souviens avoir été gréviste pour avoir le repos de sécurité en 2001. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Et effectivement, enfin, moi, je me souviens d'avoir fait travailler 14 jours de suite. À l'époque, c'était inadmissible. Et encore, on était en pharmacie, on va dire, les réas, c'était pareil. Et ils mangeaient comme les autres et c'était insupportable. Ce que je veux juste dire, c'est que toutes ces règles, elles arrivent maintenant. Elles sont compliquées à expliquer, elles sont compliquées à mettre en place. Pour répondre aux jeunes collègues, chez moi, en fait, on peut travailler sans interne parce qu'on s'est organisé comme cela. Maintenant, on a aussi des fois une certaine incompréhension à dire le temps personnel, c'est du temps pour travailler sa thèse, par exemple. Moi, c'est ce que j'attends d'un temps personnel. Et quand on voit ce qui est fait le temps personnel par certains, c'est pas poney, c'est faire réviser la voiture, c'est prendre rendez-vous chez le médecin, c'est plein de trucs comme ça. Et de fait, quand c'est su dans un service que des gens utilisent du temps pour faire autre chose, ça crée des tensions. Et donc, il faut être bien clair sur l'usage que l'on en fait. Et c'est compliqué de voir des gens qui disent bah, « c'est vrai, je ne suis pas sur un vrai poste parce que je suis interne, donc je suis là pour apprendre. Donc, je vais faire un truc un peu d'apprentissage, je vais faire un petit peu d'activité. Et puis, à un moment, le senior y passe et il se dit « mais tu as du temps personnel pour faire ce que tu es en train de faire là. Donc, pourquoi tu es en train de le faire là alors que tu es à l'hôpital ?» C'est ça où sont générées les incompréhensions et qui créent du stress. Moi, c'est ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on est beaucoup trop vieux maintenant pour se rendre compte comment c'était. Mais au final, il y a plusieurs générations qui passent. Et je rejoins tout à fait ce que vous avez dit sur les combats qui ont été menés, parce que c'était franchement scandaleux de travailler pour certains 72 heures de suite. Hein, ça a arrivé. Mais maintenant, il faut qu'il y ait une compréhension globale. Et la place de l'interne doit être retrouvée. Elle n'est pas aussi simple que cela. C'est quelqu'un qui est en formation. À la 4e année, vous êtes docteur junior, c'est-à-dire que vous pouvez exercer avec juste un senior qui est quelque part et qui peut quelque part vous aider si vous êtes en difficulté. Et des fois, on a l'impression que ce passage au stade de docteur junior, il est dû. Mais moi, des fois, j'ai l'impression qu'il n'est pas dû. En fait, il devrait aussi être mérité. Et que quelque part, on puisse dire, effectivement, ce jeune, cet interne en phase d'approfondissement, il peut devenir docteur junior, il doit prendre des responsabilités. Et à la fin, je serais ravi de l'avoir comme assistant SP, s'il accepte encore des assistants SP, dans le service, peut-être praticien contractuel, niveau 4, ce sera peut-être mieux, ça créera de l'attractivité. Voilà. Oui, bonsoir, Florence Federspiel à Paris, Tenon. Moi, j'ai un petit peu un problème en fait avec cette notion de l'hôpital doit fonctionner sans les juniors. Donc, je comprends bien tout ce qui est autour des conditions de travail, mais moi, je comprends pas exactement. Du coup, qu'est-ce qu'ils font les juniors à l'hôpital s'ils participent pas à l'activité quotidienne, les activités cliniques, les activités. S'ils sont pas indispensables, qu'est-ce qu'ils font? Alors, en fait, je pense pas que ce soit une notion d'être indispensable ou pas. Alors, moi, je parle de mon expérience puisque je suis travaille en établissement périphérique. En pratique et en organisation, je ne peux pas mettre en place des organisations de travail en me basant sur le fait que chaque semestre, j'aurai un interne. Donc, l'interne vient en plus et on va lui confier des activités qui seront, si on n'a pas d'interne ce semestre-là, réalisées par des seniors. Donc du coup, moi je le vois là, j'ai une interne qui reste encore un semestre avec nous sur une autre thématique. Je lui ai dit, voilà, tu es là, on va te confier des missions et on va te montrer autre chose qui n'est pas prévu dans ton stage. Parce que je considère aussi que notre rôle et mon rôle en tant que chef de service est de montrer la diversité du métier et de la faire participer à tout ce qu'elle pourra voir. Bien évidemment, si l'organisation d'un établissement est basée sur des internes, parce que chaque semestre, ils sont garantis d'avoir des internes,
le jour où il n'y a pas l'interne, le jour où effectivement il y a les cours, le jour où il y a le travail personnel, donc la réglementation qui s'est mise en place, le repos de sécurité, il est évident que ça va entraîner des désorganisations. Donc c'est en fait c'est lié à ça. C'est est-ce que le personnel temporaire, comment il est intégré dans des organisations de travail? Moi, c'est très simple. Chez moi, je considère que j'ai pas d'interne et on fait un certain nombre d'activités de base qui sont assurées par les seniors. Et après, l'interne vient faire du plus ou va remplacer un senior qui fera une autre activité. Mais ça ne peut pas être une organisation pérenne. Donc, c'est lié à chaque établissement, en fait, et son organisation et son rapport à ses ressources humaines. Il est évident, juste je termine par rapport à ça. Tout à l'heure, Delphine a évoqué le rapport au travail. Il est évident qu'il y a des différences, en fonction des générations. Il y a des différences par rapport au travail, la perception du travail. Qu'est-ce que le travail? Et ça, c'est propre à chaque génération. Notre génération est différente de celle de nos aïeux. Et donc, ça peut entraîner des conflits de génération et des conflits de valeurs. Voilà. Le cas là que tout à l'heure tu citais sur un interne qui gère sa voiture pendant son repos, pas son repos d'ailleurs, son temps de travail personnel, j'ai bien peur que quand il sera PH, il fera la même chose. Voilà. Donc après, c'est aussi qu'est-ce que l'honnêteté? Qu'est-ce qu'être responsable? Comment comprendre la notion d'inégalité? Parce qu'évidemment, celui qui ne peut pas sortir pour X raisons, qui peut pas gérer sa voiture, il va sentir une inégalité par rapport à l'interne qui, lui, le pourra. Et en fait, on est aussi sur qu'est-ce qu'une équipe et quelles sont les valeurs que l'on doit respecter quand on est dans une équipe. Mais l'interne qui commence comme ça, ce sera un PH qui fera largement ses courses sur son temps de travail. Et ce sera ingérable. Et je souhaite bon courage aux futurs collègues de cet interne. Bonjour, Cyril Broecker du CHU de Montpellier. Juste, c'était par rapport toujours à cette étude que vous avez fait sur les internes. Alors, il y a le nombre d'internes de répondants, je trouve qu'il est peut-être pas représentatif de l'ensemble des internes et que souvent, alors ça marche pour tous les sondages, hein, c'est souvent ceux qui sont mécontents qui répondent et pas ceux qui sont contents. Voilà, donc est-ce que pour peut-être que ce soit alors, plus méthodologique si je peux dire, est-ce que vous êtes en contact avec les directions des affaires médicales des différents établissements au niveau national pour avoir une extraction dure du temps de travail de tout le monde, hein, praticiens et internes, pour vraiment avoir une vision? Parce que moi aussi, le nombre de... Alors, chacun voit sa paroisse, mais c'est vrai que ce nombre d'heures par semaine travaillées, je le représente mal pour les internes qu'on a. Après, c'est peut-être vrai, voilà, mais comment on pourrait avoir quelque chose d'un peu plus factuel? J'aimerais. Le gros problème qu'on a, c'est la raison pour laquelle on finit au tribunal, au administratif, hein, c'est qu'actuellement, il y a énormément de centres de CHU qui ne sont pas capables de tracer le temps de travail des internes. Donc je n'ai aucun moyen pour ceux qui y arrivent. En fait, maintenant, on doit en avoir 4 qui savent le faire, quoi. Il y a Montpellier. En fait, le problème, c'est qu'il y a certains centres où... Il y a Toulouse, on en a 2 quand même, ça fait... Il y a certains centres où on est capable de dire s'ils ont travaillé, mais les plages de demi-journée ne sont pas définies, les gardes ne sont pas toujours bien remplies dans le logiciel. Enfin, mais actuellement, ce n'est pas exploitable. Après, j'entends le fait qu'il n'y ait pas assez de réponses. C'est bien que vous nous le disiez, parce que moi, ça m'étonne, parce que c'est vrai que, bon, entre collègues d'Occitanie, par exemple, on sait qu'on peut le faire. Donc, on s'est dit qu'en Occitanie, pour une fois qu'on était les meilleurs, mais que potentiellement, il y a d'autres centres hospitaliers qui ont aussi maintenant des logiciels plus robustes qu'avant. Donc peut-être ça mériterait de... Non ? C'est en cours. Ça fait partie aussi des facteurs d'attractivité. C'est-à-dire que là, les quelques CHU qui arrivent à mettre en place leur logiciel de temps de travail le mettent tout de suite sur les réseaux, etc., et dans les journaux. Et effectivement, les internes vont vers ces centres qui maintenant ont le temps de travail. Mais c'est vraiment pas partout. Au cas où...
Après, sur l'enquête Saint-Pref, il y avait à peu près les mêmes résultats quand même sur les internes. Sur l'épuisement, effectivement, c'est ça qui est quand même à remonter, hein, c'est que la souffrance, elle commence au travail, elle commence dès l'internat et on est sur un tiers hein, des répondants. Sur l'étude nationale, on est à plus de 1000 répondants. Donc, quand la Virginie Dodler, la maître de conférence, m'a dit... Elle était impressionnée hein, par le nombre de répondants. Elle m'a dit, voilà, ça doit être la première fois qu'on s'intéresse vraiment à la santé des pharmaciens pour qu'ils répondent autant. Donc, un tiers dans des symptômes d'épuisement, c'est quand même pas anodin, et notamment chez la jeune génération. Oui, enfin, ce sont les chiffres qu'on retrouve au niveau des soignants dans leur globalité, hein, aussi bien au niveau des personnes non médicales que des pharmaciens, des médecins, entre 30 et 60%. Bonjour, Magali Fontaine, pharmacienne chef de service du groupe hospitalier du Havre et aussi chef d'un pôle. Moi, c'est cette question du management. Alors, on parle des internes, ok, mais en fait, pour moi, c'est pas si prégnant que ça. Ce qui est prégnant, c'est plus l'augmentation de l'activité. En plus, on est un établissement support, donc c'est vrai que nous arrive quand même beaucoup de coopération territoriale, beaucoup de réflexion aussi sur comment les assumer. Il y a le changement du travail aussi avec nos équipes paramédicales. On parlera certainement des préparateurs, du rôle des préparateurs, des délégations de tâches, de tout ce changement en fait aussi qui se crée aussi dans nos services, hein, qui je pense aussi peut être un lien aussi de difficultés sociales. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme clé? Comment on peut travailler là-dessus pour à la fois gérer cette charge d'activité supplémentaire et puis aussi s'assurer à chaque fois que tout le monde trouve son compte? Changer de métier? Non. Alors, j'allais dire, déjà c'est vrai que depuis de nombreuses années, on a une charge de travail qui augmente avec des nouvelles missions. Je ne sais pas si c'est un conseil, mais moi, dans ma façon de faire, je réfléchis à qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est pertinent. Et je ne ferai pas tout. Voilà. Et j'en discute avec mes collègues. Je vous le dis franchement, la conciliation n'est pas ma priorité dans mon établissement. On va commencer par de l'analyse pharmaceutique. C'est un choix. Et je l'assume en tant que chef de service. Et si je dois en discuter avec le directeur, j'en discute avec le directeur. C'est un positionnement que j'ai. Je ne peux pas tout faire. Et mes collègues ne peuvent pas tout faire. Ensuite, sur le management, ça va être assez... c'est pas facile. On va en discuter tout à l'heure avec Jacques. Parce que déjà, on n'est pas formé à faire du management. Alors, il faut savoir que pour les chefs de service et les chefs de pôle, normalement, l'établissement doit vous former, même dans les 6 mois après votre prise de poste. Hein. Oui, il y a management et management. Déjà, il faut avoir une appétence pour faire du management. Il y en a qui se trouvent à en faire, qui sont chefs de service, alors que c'est pas ce qui les intéresse. J'allais dire que c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire qu'on a tous du travail qui peut être inintéressant, et qu'est-ce qui va faire vibrer ou qu'est-ce qui va être important pour le collègue. Et c'est ça qui fait aussi que certains collègues sont bien dans leur activité parce qu'ils savent qu'ils vont devoir faire cette activité qui ne leur plaît pas, mais en parallèle de ça, s'ils ont un projet, par exemple, moi je vais les soutenir sur leur projet. Voilà, c'est un équilibre. Après, je ne vous dis pas que ce soit toujours facile. Moi-même, je génère de la souffrance à certains de mes collègues. J'en ai conscience. C'est toujours un équilibre qui est très précaire d'arriver à motiver une équipe et d'arriver à absorber le travail qui s'impose à nous. Travailler sur les conditions de travail, c'est très difficile. Il n'y a pas de clé en main, en fait. C'est en fonction de chaque établissement. Je pense par contre que sur certaines choses, il faut savoir dire non.
Voilà, on peut pas faire tout, on peut pas remplacer les médecins, on peut pas être sur toutes les activités. Je pense notamment aux collègues qui sont en exercice isolé, qui se trouvent à gérer le CLIN, le CLUD, la Comédims, la présidence de CME. Bon, ben c'est comme ça que les personnes, et je pense à 2 amies, elles finissent en burn-out. Donc voilà, donc il n'y a pas de solution miracle, mais il faut savoir dire non. Et après, l'importance de gérer une équipe. Alors quand on parle des préparateurs, c'est aussi qu'est-ce qu'une équipe, les valeurs d'une équipe, le respect, la responsabilité, qu'est-ce que travailler en interdépendance. Une notion très très importante, c'est qu'est-ce que la justice distributive et la notion de égalité, équité et répondre à un besoin. Et ça, dans les équipes, beaucoup de risques psychosociaux vont être générés par des désorganisations de travail et un sentiment d'injustice. Donc tout ça, c'est assez difficile à travailler. Alors je ne réponds peut-être pas à votre question parce que je n'ai pas du clé en main, parce que moi-même, je me pose encore la question. Mais du coup, je pense que c'est intéressant à un moment donné, peut-être qu'il y ait des enquêtes qui soient un peu plus menées sur des sujets tels que ceux-là, pour qu'on puisse avoir une vision un peu plus globale aussi des envies de nos collègues et des envies de nos préparateurs. En fait, ça va être pour un collègue. D'abord, les questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'être un bon collègue ? Je parle même pas d'être chef de service ou autre. Qu'est-ce qu'être un bon collègue ? Et qu'est-ce qu'être, enfin, pour soi, ce qu'on attend d'un collègue et comment on est vis-à-vis d'un autre collègue. Donc c'est des règles de travail à avoir. J'évoquais tout à l'heure la reconnaissance. Honnêtement, hein, moi j'étais très très étonnée de ça. Ça, c'est des profils de personnalité. Il n'y a pas une personnalité qui est mieux qu'une autre, mais c'est comprendre quel est le besoin. Dans mon expérience professionnelle, j'ai un collègue, je ne comprends pas son besoin. Et je lui dis, je ne comprends pas. Parce qu'on a des personnalités qui sont différentes, et donc il va falloir qu'on arrive à trouver un terrain commun. Et c'est ça, et donc on est plutôt sur le travail vis-à-vis des patients. Mais c'est assez difficile à mener managérialement. On peut en rediscuter après si tu as une question très précise. En tout cas, il n'y a pas de clé en main. On essaye de faire au mieux. Oui, ça va être la suite, puisque ça va être le débat que va ouvrir. C'est ce que j'allais dire. S'il n'y a pas d'autres questions, ça fait parfaitement le lien avec la question de Jacques. Donc, je vais vous la poser. Voilà, il n'y a qu'une seule question. Alors, il n'y a qu'une seule question à laquelle il faut répondre par oui ou par non. C'est anonyme, hein, je précise. Mais voilà une question qu'elle est bonne. Hein. Tout le monde a un chef. Tout le monde a un chef. Même les chefs de service ont un chef de pôle, même les chefs de pôle ont un président de CME et un directeur, et même les directeurs ont un directeur de l'ARS, et ainsi de suite. Hein. On n'en finit pas. On a toujours un chef. Ouais. Alors on n'est pas en Chine, hein, c'est-à-dire que c'est anonyme, vraiment. Lâchez-vous sur cette question. Hein. On attend. Tu peux venir au pupitre, prendre. Et puis on est sur 60 sur 84. On va attendre encore 2 minutes. Le micro est là, mais le filet des diapos est là. Le suspense est insoutenable.
Est-ce que certains se sentent menacés dans la salle ou moi, je suis un peu étonnée quand même. Bon, je sais que j'ai mis la pression sur quelqu'un, mais quand même. Enfin, bref, c'est partagé. Je m'attendais quand même à des résultats partagés. Vous m'entendez là? Non, je vais remettre le micro là. Il y a quelqu'un dans la salle? Je vais prendre un micro. Vous pouvez... Voilà. Je ne vais pas t'étrangler quand même, Marc. C'est là. Alors, voilà, c'est ça. Comment? Ah bah oui, les conflits. Vous savez que les conflits, ça fait partie de la vie hospitalière notamment. Pourquoi? Parce que de toute façon, l'hôpital, c'est un lieu où on est confronté à beaucoup de violence, hein, la maladie, la souffrance, la mort. Des contraintes, vous les connaissez tous, on a parlé de la permanence des soins, du temps de travail, les difficultés budgétaires, tout ça fait que l'hôpital, c'est un milieu ultra violent, dont on fait des séries télévisées passionnantes parfois, mais quand même, des fois c'est un peu gore quand même. Mais parmi tous les éléments qui sont susceptibles d'entraîner une grosse souffrance au travail, il y a évidemment les conflits interpersonnels. Entre les agents eux-mêmes, mais aussi avec la hiérarchie, bien sûr. Et puis, c'est sûrement, vous avez déjà vu ça, venir travailler la peur au ventre, c'est pas top, quoi. Alors, Marc a parlé de l'affaire Jean-Louis Ménien. Effectivement, ça a été un révélateur pour beaucoup, notamment pour les pouvoirs publics. Et à partir de là, il y a eu un travail qui a été mené par un ancien directeur des hôpitaux, Édouard Couty, et qui a beaucoup œuvré pour faire mettre en place ce qu'on appelle une médiation nationale qui concerne tous les établissements hospitaliers, mais aussi les établissements médico-sociaux. Et après pas mal d'années à essayer de convaincre un peu tout le monde, à tous les niveaux, est sorti un décret en 2019 pour mettre en place une médiation nationale, régionale, voire interrégionale, qui est donc structurée. J'ai repris le texte du décret qui explique le cadre de cette médiation, tout différent entre professionnels, opposant soit un agent à sa hiérarchie, soit des personnels entre eux, dans le cadre de leur relation professionnelle, quand même, on s'arrête là, dès lors qu'ils sont employés par le même établissement ou au sein d'une direction commune, etc. Il est précisé d'ailleurs dans le texte, dans ce décret, que cette médiation régionale d'abord ne peut être sollicitée que si le différend n'a pu être résolu dans le cadre d'un dispositif local de conciliation. Alors, quand je parle de conciliation, je ne parle pas de conciliation médicamenteuse. Je le précise parce que dans le milieu pharmaceutique, effectivement, le mot a les deux connotations. Donc là, il s'agit de conciliation pour des conflits. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça a obligé les établissements à mettre en place un dispositif de conciliation, ce qui n'était pas le cas. Au bout de déjà quelques années de fonctionnement de la médiation, peu d'établissements avaient mis en place des dispositifs. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu l'honneur d'avoir la mission de proposer une structuration de dispositifs local de conciliation. Mais alors pour ça, il faut d'abord définir un peu ce que c'est tout ça. Donc qu'est-ce que c'est que la médiation? La médiation, c'est un processus dans lequel deux ou plusieurs parties tentent elles-mêmes volontairement de parvenir à un accord en dehors évidemment de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable du conflit, du différend. Le médiateur n'intervient en réalité que pour favoriser entre guillemets l'accouchement de cet accord. Il ne propose pas de solution lui-même, mais il met en condition les acteurs concernés pour qu'émerge quelque chose, un accord.
Le médiateur est quelqu'un qui doit être totalement indépendant de l'employeur. C'est pour ça que les médiateurs régionaux ne sont pas des gens qui travaillent dans l'hôpital. Ils sont indépendants, complètement indépendants de toute hiérarchie. Et évidemment, il y a une confidentialité totale des échanges qu'il y a entre les médiateurs et les parties. La conciliation, ça a à peu près les mêmes exigences, mais pas totalement quand même, puisque l'indépendance n'est pas totale dans la mesure où là, la conciliation se faisant à l'intérieur d'un établissement, ce sont des gens qui ont le même employeur, qui se proposent comme conciliateurs. Ils peuvent aussi, contrairement aux médiateurs, proposer des solutions en lien avec la gouvernance. C'est quelque chose qui est plus dynamique pour ça. Il y a un peu moins de formalisme que la médiation, mais évidemment la confidentialité est également la règle. L'un des problèmes majeurs dans les conflits, peut vous paraître étonnant, mais c'est que bien souvent, personne n'est au courant. Il y a beaucoup de conflits qui sont très anciens, qui remontent, et ça c'est l'expérience qu'on a pu en avoir, parfois des années, voire des dizaines d'années, certains. On a même vu des conflits qui se transmettaient de génération en génération de praticiens, des conflits entre deux services, je vous assure que c'est vrai. Et c'est presque d'ordre culturel, quoi. Voilà. Donc le problème, c'est que pour sortir de cette omerta, de cette situation, il faut un dispositif de signalement. Alors, un peu comme les événements indésirables hospitaliers. Aujourd'hui, signaler les événements indésirables à l'hôpital, c'est monnaie courante, on sait faire. Mais pour les plus anciens d'entre nous, ça n'existait pas. Eh bien là, c'est pareil, il faut un dispositif de signalement distinct quand même, parce que là, on ne traite plus de problèmes matériels, on traite avant tout d'un ressenti. Et donc, c'est de ça qu'on doit traiter, et le ressenti est la chose la plus importante dans la gestion des conflits. Parce que, évidemment, une situation sera vécue peut-être de façon très différente par une personne ou une autre personne. Quelque chose qui sera ressenti comme générant un conflit ne le sera pas par une autre personne placée dans la même situation. Et donc c'est le ressenti sur lequel on doit travailler. Voilà. Donc le signalement, c'est ce que je vous ai dit. Il y a parfois un déni pur et simple de la situation des acteurs concernés. Donc le signalement peut être fait parfois par une personne extérieure à ce conflit, mais qui en ressent un personnel paramédical qui ressent un conflit violent entre des praticiens seniors et qui en souffre dans sa pratique. Il faut que ce signalement soit possible. Il faut donc structurer ce signalement, mais par contre, il ne faut pas le rendre complètement bureaucratique. C'est-à-dire, il faut avoir la possibilité de faire un signalement par une simple adresse mail ou un formulaire, mais il faut aussi que les agents qui veulent faire ce signalement puissent le faire simplement par oral. C'est pas anonyme, mais vis-à-vis d'un conciliateur, quelqu'un qui est repéré comme ça. Il ne faut pas être trop formaliste, mais il ne faut jamais négliger les signaux faibles. Voilà, structurer la conciliation. Alors, dans certains établissements, particulièrement les CHU, les gros, plus l'établissement est gros, plus ça existe, il y a des commissions de vie hospitalière qui sont là pour gérer les conflits. Alors, c'est beaucoup pour les personnels médicaux, essentiellement, mais il y a aussi les personnels non médicaux. Et donc, si on veut vraiment structurer ça, il faut créer une commission, une sous-commission qui soit issue et représentative quand même, qui ait une légitimité, soit de la CME pour les personnels médicaux, soit du CSE pour les personnels non médicaux. Il faut inclure, bien sûr, médecins du travail, les directions des affaires médicales, les psychologues du travail. Et il faut aussi, dans cette commission de vie hospitalière, un petit noyau de personnes, ça dépend de la taille d'établissement, qui soit là pour traiter les signalements. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement sensible.
traiter ces signalements pour pouvoir ensuite déterminer la nature de ce signalement et l'origine du conflit. Ça peut être un conflit de personnes, bien sûr, mais ça peut être aussi un problème d'organisation du travail, auquel cas c'est un peu à la gouvernance de s'en intéresser. Ça peut être... alors ça peut être aussi quelque chose qui relève de l'article 40, harcèlement sexuel ou moral, auquel cas, là, il faut une déclaration au procureur. Mais il y a aussi des déclarations qui font... quand on analyse, on se rend compte qu'il y a un problème médical vis-à-vis de la personne qui signale ou vis-à-vis de la situation. Un problème médical qui nécessite à ce moment-là l'intervention du médecin du travail. Puis il y a des problèmes de conflits, des vrais conflits. Ah oui. Alors, de ça, à partir du moment où est identifié qu'il s'agit d'un conflit interpersonnel, on va proposer à des personnes, par exemple 2 personnes qui ont eu une formation de conciliateur, de proposer d'entrer dans une conciliation aux personnes concernées. Et si elles l'acceptent, après, c'est un peu comme une médiation, il y a des discussions, et puis là, par contre, les conciliateurs peuvent proposer des solutions. Alors, comment gérer les conflits à l'hôpital? J'ai fait une diapositive qui, pour moi, est pratiquement la plus importante de toutes. Parce que structurer, c'est très bien, ça permet d'identifier, ça permet de gérer, ça permet de traiter. Mais le fond du problème, pour moi, c'est la formation. Il faut commencer d'abord par former les étudiants dès le début, dès le premier cycle, au travail en équipe. Ça a l'air idiot, mais en fait, on ne nous apprend pas à travailler en équipe. Quand on fait des études, quand on est étudiant, à la limite, c'est un peu le contraire. On est en compétition par rapport à un concours. Et donc, on nous apprend finalement au contraire, non pas à travailler en équipe, mais à travailler les uns contre les autres. Non, c'est à partir du moment où on commence à travailler à l'hôpital, même en tant qu'externe, il faut expliquer, parce que ça va pas de soi, que le matin, quand on arrive, eh bien, on dit bonjour, on est aimable, on participe aux réunions institutionnelles, on respecte tous les agents, quel que soit leur grade. On doit leur expliquer aussi ce qu'on doit normalement accepter de sa hiérarchie et aussi ce qu'on ne doit pas accepter. Voilà. C'est des choses simples, mais dire bonjour le matin, finalement, c'est pas aussi évident que ça. Et si vous ne le savez pas dès le départ, eh ben, c'est pas 40 ans plus tard que vous le ferez. Il faut aussi former les responsables d'équipe, donc les chefs, au management. Et je précise, humain, le management humain. Parce que les formations qu'on voit faire à l'EHESP ou ailleurs, qui sont sûrement très bien pour les chefs de ci ou de ça, il y a beaucoup d'éléments qui concernent essentiellement la formation gestionnaire. Tableau Excel, reporting et des choses comme ça. C'est pas comme ça qu'on apprend à gérer une équipe. Apprendre à gérer une équipe, c'est d'abord des rapports humains. C'est d'abord savoir qu'il faut à la fois des réunions institutionnelles programmées où les gens puissent s'exprimer, et puis aussi il faut savoir recevoir les gens individuellement, les écouter. C'est beaucoup un travail d'écoute et à un moment donné décider. Mais en France, on a une culture très particulière de la hiérarchie, c'est que pour être chef, il faut d'abord chefer, c'est-à-dire on décide, point. C'est ça, mais non, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, être chef, c'est d'abord être responsable d'une équipe et savoir faire jouer l'équipe ensemble. Et ça s'apprend en fait. Il y a des formations, ça peut s'apprendre. Il y a des règles de base, c'est comme tout. Après, évidemment, il y a des gens qui sont plus ou moins doués, mais on ne nous apprend pas nulle part ces règles de base et il faudrait pouvoir les enseigner dès lors qu'on a même une petite équipe à gérer. Il faut aussi former certainement des agents volontaires de tous les métiers de l'hôpital à la conciliation, de façon à pouvoir ensuite proposer, lorsqu'il y a des conflits, des personnes formées à ça pour pouvoir régler à l'amiable. Et puis, évidemment, aussi former les personnes chargées du traitement des signalements de souffrance au travail, parce que je peux vous dire, c'est quelque chose d'extrêmement sensible. Et donc, il faut être bien formé à ça et bien connaître l'hôpital. Hein. C'est pas des
des néophytes qui peuvent faire ça. Alors, je vous ai donné l'exemple comment faire une conciliation. Il peut y avoir... oui, alors ça, c'est surtout des entretiens, évidemment. Il faut agir le plus vite possible. On a souvent remarqué que dès qu'on résout plus facilement les conflits si on les remarque dès le début. Les conflits enquistés depuis 10 ans, c'est quasiment impossible à solutionner. C'est donc Édouard Couty qui, le premier, a levé un peu tous les vieux dossiers. Il a parcouru toute la France, les grands CHU, et je peux vous dire qu'il a vraiment donné de sa personne. Hein. Et ben, certains de ces conflits étaient vraiment très, très, très anciens. Et maintenant, c'est Danielle Toupillet qui lui a succédé, ancienne directrice du CNG, qui donne aussi largement de sa personne. Mais bon, heureusement, les conflits ont un peu moins d'ancienneté. Petit à petit, on diminue la pile. Et c'est un peu, il y a un peu plus de solutions. Parce que, mais plus on intervient rapidement, plus on trouvera facilement des solutions. Donc, il faut éventuellement formaliser l'entrée dans un processus de conciliation par un document écrit, mais je le répète, ça n'est que si c'est nécessaire. Il ne faut pas forcément trop bureaucratiser. On a tendance à tout bureaucratiser. Là, on est dans des rapports humains, c'est pas forcément, il ne faut pas forcément cocher des cases. Voilà. Pour conclure, il y a une prise de conscience qui est nette de tous les acteurs, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit évidemment les professionnels, les syndicats, tout le monde. Il faut mettre en place ces structures de gestion de conflits. Il faut surtout former les acteurs et on peut espérer qu'on améliorera les conditions de travail de tout le monde. Voilà, je vous remercie. Merci Jacques. Des questions? Moi, je voulais juste dire une petite chose. Le conflit, à la base, c'est quelque chose de sain. S'il n'y a pas de conflit dans une équipe, c'est très suspect, en fait. Ça veut dire que certains s'autocensurent. Donc le conflit, c'est sain. Le conflit sain, mais qui doit tourner autour des organisations de travail, la façon de travailler. Quand, effectivement, ça s'enquiste, on arrive à un conflit de personnes. Si, malgré la conciliation, la médiation, rien n'est résolu, c'est-à-dire qu'est-ce que l'autre, les deux parties, qu'est-ce que l'autre peut faire comme pas en avant pour qu'avec la personne avec laquelle il est en conflit, ça s'améliore. Si on n'arrive à rien, il n'y aura qu'une seule solution. Il faudra qu'un des deux parte. Donc voilà, donc le conflit c'est sain, mais il faut, ce qu'a dit Jacques, c'est qu'il faut que ce soit traité très très rapidement. Parce que du conflit d'organisation de travail, quand on passe à un conflit personnel, ça va être beaucoup plus difficile à le gérer. Ah, je vous ai assommé là. Qui a eu déjà des conflits dans l'hôpital? Ah, quand même, il y en a. C'est sain. Avant que ça devienne personnel, quand ça devient personnel, et puis après, alors là j'ai relu quelques petites choses, mais on peut être confronté aussi à des personnalités qui ont des comportements toxiques. Et donc là, on va avoir des gens qui sont narcissiques, machiavéliques. Donc voilà, vous êtes sur des profils qui sont un peu particuliers, et donc si vous êtes en conflit avec eux, là on est aussi sur des profils, il faut être machiavélique et psychopathe. Donc le psychopathe n'a pas d'empathie. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à ce type de collègues. Donc Narcisse, Machiavel et psychopathe, c'est la triade pour avoir un collègue qui a un comportement toxique. Je ne dis pas que le collègue est toxique, je dis qu'il a un comportement toxique sur son lieu de travail, et malheureusement, vous partagez ce lieu de travail avec lui.
Donc voilà, donc ça c'est des cas de figure qui sont très compliqués à gérer et c'est bien aujourd'hui, comme l'a évoqué Jacques, de pouvoir bénéficier soit d'une conciliation en interne, soit d'une médiation en externe, parce que ça permet aussi aux gens de poser les choses aussi. Hein. Il y a beaucoup de non-dits des fois dans les conflits. Et c'est très lourd et en charge mentale pour les gens qui vivent des conflits et qui se sentent isolés. C'est très lourd à vivre. Je vois des gens qui acquiescent dans la salle. Hein. Moi, je ferais bien le lien. Alors, c'est pas tout à fait du conflit, mais avec ce que tu as évoqué tout à l'heure, l'interne qui, devenu PH, va continuer à prendre ses rendez-vous pour sa voiture. Est-ce que ça peut pas être, à terme, source de conflit au sein d'une équipe? C'est des sources de conflit, oui, parce qu'on est toujours sur l'organisation du travail, le temps de travail. En fait, si l'organisation du travail est bien déterminée, avec des horaires, si les gens, on peut avoir toute une organisation qui est bien établie, bien structurée. Le problème va être la personne, comment elle adhère à l'organisation du travail. Et quelqu'un qui, sur son temps de travail, et je pense notamment, il faut être clair, à un interne qui commence comme ça, sur son temps de travail personnel, commence à gérer ses rendez-vous individuels, il est fort probable que ça pose problème par la suite. Et donc ça va entraîner la notion d'inégalité. Et là, on va être sur des ressentis. Donc là, soit il y a le responsable du service a une capacité à le savoir-faire, à la volonté de rappeler aux collègues que le temps de travail est important et doit être consacré au travail. Soit c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire que bon là j'ai un truc à faire en tant que praticien, mais je récupère après. En fait, ce qui est important, c'est la transparence. Alors moi, dans mon expérience passée, j'étais avec un collègue. Généralement, il était jamais là de la journée. C'est ingérable, en fait. J'étais pas chef de service au début, mais c'est ingérable de travailler avec quelqu'un comme ça parce qu'on a cette inégalité qui arrive. Et pourquoi moi je fais le travail et lui ne le fait pas? Et on est là, vous voyez, sur ce qu'est une équipe. La transparence, l'honnêteté, le respect du fonctionnement. Mais vous aurez toujours des gens qui ont un rapport à leur travail qui est très particulier et ça va vous générer des difficultés. Donc là, on va réfléchir à qu'est-ce qui est important pour vous dans votre travail aujourd'hui. Et par rapport à une personnalité qui pose un peu problème, qu'est-ce que vous êtes en capacité d'accepter par rapport à lui ? Et ça, c'est un travail sur soi qui est un travail assez difficile et long à mener. Où est-ce que je mets mon énergie? Est-ce que je vais au combat systématiquement par rapport à ça ou est-ce que je laisse tomber? Ça, ce sont des choix individuels à faire. Hein. Alors, quand même, je parlais de formation des responsables d'équipe. Ouais. Quel que soit le niveau de responsabilité, on a toujours affaire à des gens qui ont des personnalités différentes. Un des objectifs d'un responsable, d'un chef, c'est d'essayer de tirer le meilleur parti de la personnalité, des meilleurs côtés de quelqu'un et d'essayer d'atténuer les moins bons. Et c'est pas forcément les mêmes selon les gens à qui on a affaire. Et ça, c'est un peu affaire de psychologie aussi. Donc il y a du lien à faire dans tout ça, il y a des réunions entre les personnels à animer, des choses comme ça. Être chef, pour moi, c'est surtout ça, c'est créer du lien avec des personnes qui sont tout à fait dissemblables, hein, mais qui doivent travailler ensemble et, si possible, avoir du plaisir à travailler. Je compléterai simplement avec l'ajout. C'est pas que le chef, c'est les règles d'un service doivent être définies sur la responsabilité de chacun. C'est-à-dire que l'organisation de réunions régulières, de synthèse, de réflexion commune est essentielle dans les équipes. La cohérence d'une équipe tient à ce qu'elle construit ensemble. Je suis un petit peu gêné quand on parle trop de personnalité. Tout à l'heure, on voyait bien dans un burn-out, on peut être très mal, en difficulté par rapport à une organisation de service, être le bouc émissaire, le mouton noir, on est repéré comme ça,
il faut reprendre les choses dans une réflexion beaucoup plus collective. C'est pour ça que j'insiste sur les réunions de service et la façon dont les responsables sont formés pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se joue dans une équipe de façon un petit peu systémique. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que cette émergence d'une souffrance qui peut s'exprimer sur l'agressivité et sur la violence peut être liée aussi à un fonctionnement de service. Et je crois qu'il faut être très très vigilant à ces dimensions-là et pas, c'est jamais le burn-out, enfin les effets du burn-out ou de la souffrance, c'est jamais total. C'est pas la personne en elle-même qui est mise en cause, c'est le fonctionnement qui va faire que la personne va aboutir à des comportements ou une souffrance qui va s'exprimer sur le thème. Donc, j'insiste très fort sur parce que la pression, l'accélération du temps, les demandes de plus en plus importantes vont faire qu'on va supprimer un certain nombre de temps d'échanges, de réunions, les temps autour du café, les temps informels. Tout ça, c'est extrêmement important. C'est ça qui fait la vie d'un service. Voilà. Bonjour, Hélène Tribouillard, je travaille au CHU de Lille. J'avais une question, vous parliez de management humain. Est-ce que vous avez des formations à nous conseiller ou des lectures ou des personnalités et des gens qui travaillent sur le sujet pour nous aiguiller? Alors, moi, dans mon expérience personnelle, là, dans l'établissement où je suis, ils ont organisé une formation. Alors après, je pourrais retrouver. C'est un organisme qui est venu faire la formation sur site. Et il était conseillé aux chefs de service et chefs de pôle de venir. C'était à discrétion, c'était pas obligatoire. Après, vous avez des formations au management. Alors, on trouve de tout sur le marché. Vous avez aussi l'école des hautes études de santé publique à Rennes qui fait une formation qui s'appelle médecin manager. Donc là-dedans, la composante humaine est évoquée. Et puis après, ça va être des lectures personnelles. Moi, j'ai fait un diplôme universitaire à Rennes qui est sur santé et qualité de vie au travail. Voilà, et donc j'ai appris un certain nombre de choses parce que c'est une thématique qui m'intéresse. J'ai fait aussi des cours avec le CNAM et sur de la psychologie sociale. J'ai découvert par exemple ce qu'est la justice distributive, la notion d'égalité, la notion d'équité. Alors, je vous l'explique par les vacances. Le choix des vacances dans vos services, je ne sais pas comment ça se passe. Soit vous faites un fonctionnement égalitaire, et la considération d'avoir des enfants, d'avoir une grand-mère malade, la considération d'habiter loin ou d'avoir un conjoint ou une conjointe qui n'a pas les mêmes vacances que vous n'est pas pris en compte. Soit vous faites des choix de vacances à l'équité. Alors ça peut être, il faut que la condition soit définie. Alors l'équité, on est sur le principe plutôt de la méritocratie. Mais ça peut être, c'est le plus vieux qui choisit les vacances en premier. Voilà, mais les conditions sont claires. Soit vous faites ce qu'on appelle la justice distributive au besoin, parce que j'ai tel impératif, j'ai besoin de ces vacances et on valide le principe. Voilà. Donc, je m'intéresse à ce sujet-là, comme d'autres sont sur, par exemple, le développement durable. Donc moi, j'ai des lectures à part. Mais sinon, l'établissement est censé vous fournir une formation. Donc ça, c'est pas tous les établissements, parce que déjà, il y a même des établissements, des directions qui ne savent pas que c'est obligatoire. Donc vous pouvez leur demander, ils sont censés vous le faire, c'est écrit dans les textes. Et puis après, moi j'ai fait ce que je vous ai dit à le HESP, mais il y en a plein d'autres, des organismes qui font des formations. En fait, ce problème de la formation des managers commence à émerger de plus en plus. Je sais que au niveau de la DGOS, là, ils sont en train de structurer un certain nombre de choses qui seront proposées aux établissements et qui seront des formations un peu plus conséquentes que ce qu'il y a actuellement à l'EHSP. Mais c'est vrai que là, tu l'as signalé, c'est souvent en dehors du milieu hospitalier, santé, qu'il y a des formations les plus intéressantes. Tu as cité le CNAM, effectivement.
Actuellement, c'est plutôt vers ces organismes-là où il y a des formations au management humain. Mais je sais que c'est en train de bouger nettement là, y compris dans les structures universitaires. Et je pense que, alors je sais pas, il faut qu'il y ait une certaine maturation, mais je vois qu'il va y avoir des choses concrètes de proposer. D'accord. Est-ce qu'à la fac, il y a des choses qui sont mises en place? Je regarde les universitaires que je connais. Des choses qui sont mises en place pour les internes, par exemple. Alors, peut-être pas pour devenir des managers, en tout cas, c'est un peu jeune, mais déjà pour travailler en équipe. Non. Alors, c'est le même problème pour la médecine, hein, mais je sais que c'est en train de bouger, là, nettement. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il n'y a rien. C'est très fac dépendant. C'est très les compétences, certes, sont les mêmes pour tout le monde. Après, les cours qui sont mis derrière les phases socles sont pas toujours uniformisés. Et il y a effectivement certaines universités qui glissent un petit peu de management dans les cours. Maintenant, c'est pas suffisant en nombre d'heures. Je pense que par contre, là, c'est mon avis personnel, mais je pense que le management des internes, l'apprentissage du management passe aussi par les externes. Et l'importance de donner déjà aux internes des missions de management. Et j'ai déjà eu des externes qui n'arrivaient jamais à l'heure. Et mon pharmacien m'a dit, c'est tes externes. C'est toi qui vois avec eux pour qu'ils viennent à l'heure. Et je trouve que c'est là où réellement c'est formateur. J'allais dire quand même, avant le management, c'est le savoir-être. Hein. Voilà, c'est le savoir-être. Alors Jacques l'a évoqué, hein, c'est la politesse. On peut être très étonné. Tout à l'heure, là, on en discutait avec Éléonore. Vous avez des pharmaciens qui ne disent bonjour qu'à des pharmaciens. Voilà. Là, je pense qu'on dépasse le cadre professionnel. Hein. On est sur de l'éducation. Là, il y a des choses à reprendre à la base. Donc, le savoir-être. Il y a nos métiers, c'est deux composantes. Hein. C'est le savoir-être et le savoir-faire. Bien comprendre aussi que nous avons des métiers où nous avons une interdépendance très forte avec les préparateurs. Donc il y a des informations à partager. Il est clair que si vous avez un collègue pharmacien, et je pense à quelqu'un en particulier, qui ne communique pas, qui ne dit pas les jours où elle est absente, quand vous avez une équipe qui est très grande, c'est la base du fonctionnement, d'informer les collègues, les préparateurs qui travaillent avec vous dans votre petite équipe, le fait de leur dire que vous n'êtes pas là. Donc voilà, il y a des gens, ils n'ont pas ce type de pensée. C'est naturel pour eux de ne pas partager ce type d'informations. Et ça, c'est très délétère pour une équipe. Hein. Donc voilà, il y a des règles d'éducation et le savoir-être de manière générale. Et après, on peut aborder le management. On l'a pas évoqué, hein, mais il y a la souffrance des managers aussi, hein, qui est pas quelque chose qui est toujours évident parce que discuter, échanger avec ses collègues, surtout quand on a des profils de personnalité qui sont différents, c'est pas forcément facile en fait. Hein. Donc la souffrance, elle est à tous les niveaux. Si je peux me permettre, moi, sur mon établissement, j'ai trouvé ça génial, c'est qu'on nous a proposé une formation à tous les chefs de service ou représentants ou autres chefs, qui était une formation management. C'était 6 jours pleins sur un site extérieur. On était entre plusieurs collègues différents. On a créé une sorte de WhatsApp ensuite ensemble. On mangeait ensemble le midi. On faisait des échanges d'expériences, de difficultés, de gestion de conflits. Et suite à cette formation, en fait, on continue à se voir. Ils proposent en fait 2 jours tous les ans ensuite pour qu'on puisse être ensemble. Et depuis 3 ans, ils ont fait ça. Et donc, il y a 3 générations en fait de chefs. Et en plus, c'était des mélanges. Hein. C'est-à-dire que c'était pas que des jeunes chefs de service. C'était voilà, toutes les expériences. Et c'était, franchement, moi, j'ai appris plein de choses. Et surtout ici, vous parliez d'humanité. Le fait de pouvoir faire ces échanges humains sur nos difficultés font qu'on n'a plus l'impression d'être tout seul aussi à les vivre, à les gérer. Oui, c'est honnêtement, dans la structure, ça fédère aussi une culture. C'est ce qu'on appelle les groupes de pairs, en fait. Donc ça aussi, le CNG le propose. Hein, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais le CNG propose des accompagnements
donc propose des accompagnements qui peuvent être individuels, qui peuvent être en groupe de pairs sur une thématique, dans ce que tu as, des thématiques auxquelles tu as participé. Et puis ça peut être des groupes, c'est aussi très intéressant, à moitié directeurs, moitié médicaux. Effectivement, là, on fait un petit focus sur les chefs de service, mais la solitude du chef de service, responsable de service, chef de pôle, quelqu'un qui a une responsabilité particulière et qui prend des décisions pour l'équipe. Des fois, on a des grands moments de solitude, effectivement. Donc, c'est très intéressant si tu as pu trouver un groupe où, justement, c'est le moment de poser, de réfléchir et de voir ce que le collègue aurait fait dans telle situation. Bonjour, Lionel Brissot de Vannes. Il y a le CNEH aussi qui propose des formations, des accompagnements, des coachings en management. Juste pour revenir sur le HESP, maintenant la formation elle est à Paris, elle est plus à Rennes. Et puis sinon dans mon établissement, mais je ne sais pas qui était c'était organisé par l'établissement, donc je ne sais pas qui intervenait, mais il y avait des formations en binôme cadre chef de service, des petits groupes un petit peu pareil aussi, partage d'expérience. Donc 3 binômes sur 2 fois 2 jours, enfin des formats courts. Et je trouve que c'est important aussi d'être aligné dans le management entre chef de service et cadre. Oui, c'est quelque chose de très important parce qu'il faut avoir l'objectif du service qui doit être commun, la vision partagée. Et on peut des fois avoir, je me rappelle en fait, d'avoir eu des entretiens avec des pharmaciens qui me disaient que dans leur établissement, volontairement, le cadre de santé de la PUI prenait à part les préparateurs et n'incluait pas les pharmaciens. Il y avait une sorte de séparation volontaire et tout devait transiter par le cadre. Donc c'est ce binôme-là de fonctionnement est très important puisque le côté hiérarchie sur les préparateurs est fait par le cadre de santé. Et puis nous, en tant que pharmaciens, on a un encadrement technique. Donc ça complexifie un certain nombre de choses, ce mode d'organisation. Donc c'est bien que tu le partages. C'est vraiment très très important d'avoir un lien et une vision partagée avec le cadre de santé. Sinon, ça va entraîner des difficultés pour faire tourner le service. Ok, merci. Donc avant de conclure, on va relaisser la parole à Marc qui va nous présenter Coup de blues, qui est une initiative hyper intéressante mise en place par l'APA. Merci. Donc, coup de blues. Alors, on a tous des blues à l'hôpital, presque. Les psychiatres n'ont pas souvent des blues, mais on a gardé ce nom parce qu'on trouvait que c'était tout à fait en phase avec ce qu'on souhaitait défendre. Donc l'APA, je le disais, association solidaire qui soutient et pour les praticiens et les personnels soignants, a souhaité, dans sa mission de protection, de prise en charge de la santé des personnels de santé, mettre en place, alors centre ressources, c'est plutôt une plateforme ressources en ligne. Donc vous allez avoir l'accès, vous l'avez là-dessus, vous avez les coordonnées. Coup de blues, c'est assez simple, c'est écrit, ça va être le site. Vous allez voir demain, on va en parler après, des cartes postales que vous pourrez trouver. Malheureusement, on a oublié, et on s'en excuse, le beau kakémono coup de blues, qui est là, qui est au milieu rouge là, mais on le fera mieux la prochaine fois. Donc centre ressources en ligne, pour tous, internes, praticiens, hospitaliers universitaires, mais aussi direction des affaires médicales. Je pense que c'est ouvert à tout le monde. Infirmier, tout le monde peut aller sur ce site. Il n'y a personne débloqué. Donc, une approche aidante, bienveillante, c'est-à-dire qu'on souhaite mettre un partage d'expérience. On a un certain nombre de collègues qui ont témoigné, dont certaines sont présentes ici, sur ce qu'ils ont vécu à l'hôpital, des moments compliqués ou des solutions qu'ils ont pu mettre en place, des outils qu'ils peuvent mettre en place en termes de formation, etc. On va trouver des fiches pratiques sur les risques psychosociaux, je vais vous montrer ça après.
Des témoignages, c'est extrêmement important. Des podcasts, on a enregistré un certain nombre de collègues qui ont vécu des choses, une ancienne présidente des internes de l'ISNI qui expliquait sa démarche au niveau coup de blues. Et puis, vous allez retrouver aussi un certain nombre d'informations sur les numéros d'écoute, les sites, le Conseil de l'ordre, des médecins, des pharmaciens, etc., qui donnent des informations très justes sur la prise en charge possible. Donc voilà, rubrique info, vous l'avez ça en haut à gauche. Donc, voilà. Toutes les questions que vous posez, que vos collègues se posent, sur le temps, le rythme de travail, le burn-out, sur les conflits au travail, alimenter en permanence, hein, c'est quelque chose aussi auquel on tient énormément. Les situations de harcèlement, on en a parlé un peu tout à l'heure, sexuel, violence. Vous savez que là, j'ai vu ici la semaine dernière, Jacques, tu as tes lunettes là, tiens. La PHP, donc il y a une formation qui a été ouverte à la demande des universitaires parisiens par rapport à des situations de harcèlement. Il y a eu une plainte qui a été déposée et le tribunal s'en est saisi. Donc on va beaucoup plus loin qu'auparavant ce genre de choses. Les violences, les erreurs médicales, vous avez un certain nombre d'informations que vous allez pouvoir trouver sur le syndrome post-traumatique, sur les addictions. C'est un sujet que je ne développe pas, mais Gérard Chadili, qui est addictologue, psychiatre, membre du CA de l'APA, développe. Et puis les risques suicidaires. Un autre point important là-dessus, on en a parlé tout à l'heure, le risque suicidaire, ça reste très préoccupant. Une étude récente de 2024 au niveau européen, malheureusement en France, on a peu d'informations, vous savez peut-être, mais sur le risque suicidaire des personnels médicaux, parce qu'au niveau des certificats de décès, le suicide est rarement mentionné par rapport à d'autres pays européens. Donc il y a une étude européenne qui a été faite et qui montre qu'il y a un risque suicidaire. Alors pour les hommes, ça reste un peu plus élevé que la moyenne nationale, mais à peine, on est à 0,5. Mais pour les femmes, et c'est surtout ça qui est important, et vous avez des métiers très féminins également, on est à 76% en plus, à 1,76 sur une étude européenne. Donc c'est un sujet extrêmement sensible, d'autant plus qu'en médecine, la féminisation, on la connaît dans la spécialité. Maintenant, on est à 60% de femmes, ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé, bien évidemment. Donc la rubrique parole, c'est une autre rubrique, donc éclairée là-haut, avec Aude Caria qui est en haut à gauche, qui parle de deux sujets, qui a mis en place un outil au niveau de la santé mentale en France, qui donne des outils, des plaquettes, etc. sur différentes thématiques de la santé mentale, mais qui est aussi, et ça va arriver bientôt, qui a vécu aussi un burn-out. C'est la directrice, mais elle en parle, elle va s'expliquer, elle témoigne. J'en parlais tout à l'heure, Kylian Lergogard, président des internes. Bon voilà, différents témoignages, notre collègue. On a une bibliothèque avec un certain nombre d'informations, alors vous y allez, et puis j'ai besoin d'aide. Ces numéros ici, alors c'est un exemple, tout n'est pas là, hein, c'est vraiment un exemple. Donc là, un certain nombre d'associations se sont mobilisées, souffrance au travail, soins personnels de santé, les médecins du travail aussi, et puis l'ordre, ça c'est l'ordre médecin, voilà, il y a un certain nombre de numéros. Et enfin, si vous voulez avoir accès à ce kit d'information communication, c'est gratuit, vous allez le télécharger, c'est sur coolblues.org et vous avez dossier présentation de presse, logo Coup de Blues, illustration, les réseaux sociaux, etc. pour imprimer, afficher, mettre ça dans vos services, dans vos équipes, en parler aux équipes, leur dire, voilà, vous pouvez aller trouver des informations. Nous ne répondons pas au téléphone, nous n'avons pas les moyens de le faire au niveau de l'association. Par contre, on essaie d'alimenter, donner beaucoup d'informations là-dessus. Voilà. Ouais, on est dans l'heure. Demain, si vous voulez compléter, on sera le centre de l'APA avec Catherine et Christophe, Jacques aussi, puis Delphine aussi,
Et puis moi-même serons sur le stand numéro 78, je vois ça. C'est là-bas tout au fond, près d'une table de déjeuner. Donc c'est un plaisir que nous avons eu d'organiser ce séminaire, enfin ce symposium plutôt, ce soir avec vous. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'informations. Pour nous contacter, donc il y a asso.org, c'est notre association. Voilà, à demain. Okay, merci. On a un très bon café mono là. Merci à tous. Des petites informations pratiques. Donc moi je rejoins ce qu'a dit Marc. Venez voir l'APA demain sur le stand 78. Les adhérents pour faire un point et les non-adhérents pour avoir toutes les explications. Parce que franchement, en termes de prévoyance et de mutuelle santé, c'est quelque chose de qualité. Voilà. Là, je parle en tant qu'adhérente et pas du tout je ne suis pas de la pub gratuite. Une information logistique, le buffet des symposiums se déroule à l'étage inférieur. Une fois qu'on est à l'accueil, il y a des escalators qui descendent, a priori. Et enfin, un petit message de Véronique. Alors, donc je voulais expliquer au départ, le SIMPREF, depuis quelques années, mène des études avec l'université Rennes 2, le laboratoire de psychologie, cognition, comportement et communication. Et donc cette année, nous faisons une très très belle étude qui s'appelle Télétravail et pharmacien hospitalier. Donc un nouveau mot à apprendre qui va être la télétravaillabilité. Donc vous avez un questionnaire, si vous êtes intéressé par cette thématique, que vous fassiez du télétravail ou que vous n'en fassiez pas. On a besoin de vous pour savoir votre avis, votre ressenti par rapport à cette possibilité, qui est un facteur d'attractivité pour les jeunes générations. Il faut bien l'intégrer. Donc, pour faire cette enquête, vous avez plusieurs possibilités sur vos smartphones. Quand vous êtes dans le menu déroulant de tout ce qui vous est proposé, vous avez l'enquête qui apparaît. Sinon, sur le stand du SIMPREF, vous trouverez des affiches avec le QR code. Et puis, vous avez aussi le QR code accessible au niveau de l'accueil pour le badge. Et la semaine prochaine, le SIMPREF diffusera à l'ensemble de ses adhérents un mail où vous aurez aussi le lien pour faire cette enquête. Je vous invite à participer à cette enquête puisque ce sera la première en France qui concernera les pharmaciens et le télétravail. Et je pense que en tant que pharmaciens, nous sommes les mieux placés pour donner notre avis sur le télétravail. Voilà, et les internes, bien sûr, c'est tous les pharmaciens qui travaillent en PUI. Donc de l'internat, des internes, les débuts, aux praticiens hospitaliers. Ok, merci Véronique. On a un record à battre de 1142, c'est ça? Donc à battre. Oui, voilà. Allez-y, parce que j'aimerais bien qu'on batte le record de la dernière étude. Merci à tous, merci à nos 4 intervenants et merci à ABC pour l'organisation logistique. Je pense que tout le monde a très